Puisqu'on est le 8 mars, je vais peut-être juste, avant de vous parler de mon livre, vous expliquer ce que c'est que ce 8 mars, parce qu'en fait, l'histoire n'en est pas toujours connue, parce qu'elle n'en est pas toujours enseignée. Donc c'est donc pas du tout la journée de la femme, mais c'est la journée internationale des droits des femmes et de lutte des femmes pour leurs droits. Et en fait, c'est une journée qui est assez ancienne parce qu'elle a été décrétée par l'Association internationale des travailleurs. Alors à l'époque, on ne rajoutait pas « et des travailleuses », on n'avait pas ce souci de langage de ne pas invisibiliser les femmes, mais bon, il y avait des travailleuses. Et c'est la deuxième internationale, et on est en 1910 à Copenhague. Et une féministe allemande qui s'appelle Clara Zetkin, qui a créé d'ailleurs l'internationale des féministes socialistes, arrache le vote par l'international de l'organisation chaque année d'une journée internationale pour des femmes en lutte et pour les droits des femmes. Et au début, il n'y a pas de date particulièrement choisie, hein, ça doit être le premier ou le deuxième dimanche de mars, ce n'est pas spécialement décidé. La première journée internationale des droits des femmes, ça sera un 11 mars par exemple, et la suivante, ce sera début mars. Donc la date n'est pas fixée. Comment on se retrouve avec le 8 mars? Eh bien parce que le 8 mars 1917, dans notre calendrier, mais le 23 février 1917 dans le calendrier russe qui était encore décalé à ce moment-là, les femmes de Saint-Pétersbourg, qui allait assez vite s'appeler Pétrograd, sont descendues dans la rue. Elles sont descendues pour deux motivations. Les femmes ouvrières, parce qu'il y avait beaucoup d'activités industrielles à Saint-Pétersbourg, et donc beaucoup d'ouvrières sont descendues le 8 mars pour nous, 1917, pour réclamer la paix. Je peux vous dire qu'en ce moment, parler de femmes russes qui descendent dans la rue pour réclamer la paix, ça a une certaine actualité. Et il y en a beaucoup là qui descendent, ça reste quelque chose qui est très présent. Et pour demander donc la paix et le pain, parce qu'il y avait une grande famine à ce moment-là dans la Russie en guerre, et des femmes à ce moment-là plus bourgeoises qui descendaient pour réclamer le droit de vote. Et donc ces femmes russes sont à Saint-Pétersbourg et réclament le pain, la paix et le vote. Et la manifestation se déroule, elle est massive, hein, c'est des centaines de milliers de femmes, pas d'hommes dans cette première manifestation, ou très peu. Et en fait, la police ne va pas réprimer cette première manifestation parce que, bon voilà, c'est des femmes, donc ça ne leur paraît pas très inquiétant. Mais le lendemain, les hommes descendent, on a désormais une manifestation mixte, les slogans se politisent, et en fait, vient de commencer la révolution russe de février qui, en 5 jours, va faire s'effondrer le régime tsariste. Donc le 8 mars 1917 est le premier jour de la révolution russe. Ce qui fait qu'après, l'Union soviétique va décider que le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes et fixer le 8 mars à ce jour. Pendant une grande partie du XXe siècle, en gros jusqu'aux années 70, le 8 mars, elle n'est fêtée en fait que soit dans les pays du bloc de l'Est, soit dans les familles et les forces politiques communistes, mais pas trop en dehors. Petit à petit, cela dit, via les groupes féministes, ça sort du cadre strictement communiste. Et c'est en 1977 que l'ONU va décréter que la journée internationale des droits des femmes et de la paix, et ça aussi, en ce moment, c'est pas inintéressant de le rappeler, hein, qu'il y a ce couplage, est décrété par l'ONU. Donc c'est bien dans ce terme-là. Sauf que la France, qui reprend, d'autres pays aussi, mais là on est en France, la France, quand elle reprend cette décision onusienne, va appeler ça la journée de la femme. Donc passer du pluriel au singulier, qui est un moyen d'essentialiser. Et très vite, quand on a la femme éternelle. Et quand on a la femme éternelle, on a très vite les fleurs, les robots ménagers et les mamans qui s'occupent des enfants. En gros, c'est ça. Et c'est très net hein, quand on regarde les affiches, hein, très longtemps et encore maintenant, hein, les affiches sur la journée de la femme, vous avez, alors soit dans Carrefour, on vous explique qu'il faut acheter le dernier aspirateur qui est vraiment génial et qui va libérer la femme, hein, c'est Moulinex libère la femme, c'était une pub des années 60. Et, ou alors, voilà, les fleurs, mais il y a encore, c'est encore le cas, hein, là, ce soir, je fais une conférence à Chelles et s'ils m'ont demandé de faire une conférence, c'est parce que la mairie a organisé une journée internationale de la femme avec des ateliers art culinaire. Voilà. Donc, on en est encore là d'une certaine façon. Hein. Donc, voilà,
Alors bon, évidemment, les féministes luttent pour rappeler que c'est la journée internationale des droits des femmes, donc au pluriel et en insistant sur les droits. Bon, et là, ça m'amène à ce livre que j'ai écrit. Donc le titre, évidemment, il est tiré du groupe de rock que vous connaissez peut-être, Rage Against the Machine. Maintenant, je lis toujours le mien à la fois. Alors, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est un slogan que j'avais vu dans une manifestation. Alors d'abord dans des manifestations anglo-saxonnes, avec sans le E, c'est écrit comme ça, et qui a commencé à passer un peu en France. Et moi, en fait, je voulais absolument donner à mon livre un titre de slogan. Donc j'en ai cherché plusieurs, puis je me suis dit, celui-là, il me plaît bien. Et alors les éditeurs disant ouais c'est un titre en anglais, c'est pas super un titre en anglais, je dis ouais mais il pêche et puis de toute façon en gros toutes les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires le groupe de rock on le connaît donc ça marchera et voilà comment je me suis retrouvée avec ce slogan, sachant qu'à l'intérieur j'ai mis plein de slogans aussi parce que je suis très sensible en fait aux slogans féministes, ils disent beaucoup de choses et j'avais envie de les mettre en valeur. Donc pourquoi j'ai fait ce livre? Alors j'ai fait ce livre en fait pour vous, d'une certaine façon, c'est-à-dire que moi je suis universitaire, donc des fois je fais des romans, n'importe quoi. Je fais des bouquins universitaires, donc un bouquin universitaire, il y a un appareil de notes en bas de page comme ça, il y a des concepts, en plus ça va, plus les universitaires, plus on écrit de façon compliquée, ce que je n'aime pas trop, mais... Et en fait, résultat, les livres universitaires, ils ne sont pas très vendus et ils ne sont pas très accessibles. Et moi, je voulais absolument transmettre cette histoire longue des luttes des femmes, pas à un public qui a fait 15 ans d'histoire, mais justement à un public large. Parce que je suis assez intimement convaincue que l'histoire, c'est un combustible pour les luttes, en fait. Et qu'il faut connaître les luttes du passé pour alimenter et pour nourrir les luttes du présent. Et ce que j'ai remarqué, parce que je fais beaucoup de formations au milieu féministe, dans des associations ou alors dans des syndicats, parce que c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, et je me rends compte qu'en fait l'histoire des luttes des femmes, elle n'est pas très connue. Elle est en fait, même des milieux féministes, on connaît la lutte pour le droit à l'IVG, le MLF, mais avant on ne connaît pas grand-chose. Et en fait, c'est dommage de ne pas connaître grand-chose. Et moi, je voulais donc essayer de faire connaître cette histoire longue. Et notamment, alors pas que, parce que c'est pas je traite 19e, 20e siècle. En fait, je commence à la Révolution française. Je commence à la Révolution française, ça s'explique parce qu'avant, il y a eu des femmes, isolément, qui ont pu défendre les droits des femmes. Donc on va avoir Émilie du Châtelet, par exemple, une femme des Lumières. On a des textes de femmes, on a des choses, mais elles sont isolées. Ce que change la Révolution française, c'est qu'elle va permettre aux femmes de s'organiser et de ne plus que ce soit des femmes isolées, et en plus, qui plus est, souvent des élites, qui portent une parole qu'on n'appelait pas féministe à l'époque, mais qu'on peut appeler féministe maintenant, mais que ce soit des femmes qui se regroupent, qui s'organisent et qui agissent ensemble pour défendre les droits des femmes. Et ça, c'est vraiment à partir de la Révolution française, tout simplement parce que c'est la Révolution française qui crée de façon générale la scène publique, la possibilité de s'organiser, les droits qui permettent de s'organiser, et donc les femmes vont s'en saisir aussi. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce moment où justement, ce ne sont plus quelques femmes qui isolément luttent, même si leurs textes sont très importants et il faut continuer à les lire et à raconter leur histoire, mais les femmes. Parce que si j'ai fait ce bouquin, quelque part c'est un bouquin, c'est l'anti, pas au sens je suis contre, mais l'inverse du bouquin de Léa Salamé. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les femmes puissantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance des femmes. Donc, ce n'est pas les femmes des élites à la tête des États et qui peuvent faire des choses. Ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes collectivement, agissant ensemble, dans toutes les classes sociales, de toutes les origines, avec toutes les orientations sexuelles, agissent ensemble et luttent pour les droits des femmes. Et c'est ça que je raconte dans ce livre, et pas l'histoire des quelques qui ont réussi à... Donc, je m'intéresse plus au MLF qu'à Simone Veil. Je m'intéresse plus... aux citoyennes révolutionnaires et républicaines de la Révolution française qu'à Olympe de Gouges. Je ne veux pas les grands noms, je veux celles qui sont restées anonymes en fait, parce qu'on les oublie. Et ce qui m'intéressait aussi et ce qui me tenait à cœur, c'est que
souvent quand on raconte l'histoire des femmes, on raconte l'histoire des femmes c'est des termes que vous avez peut-être entendus, alors longtemps pendant 2 vagues, et puis depuis MeToo, on dit que c'est la 3e vague. Voilà, c'est des vagues. Et donc, quand on regarde, la première vague, c'est les suffragettes de la fin du 19e siècle qui se sont battues pour le droit de vote. La 2e vague, c'est le MLF qui se sont battus, enfin c'est surtout ce qu'on dit, parce que c'est évidemment plus complexe, pour le droit à l'IVG. Et la 3e vague, donc MeToo, des femmes qui se battent contre les violences sexuelles faites aux femmes. Mais là, moi, ce qui me rend folle, c'est qu'on vient complètement de m'invisibiliser toutes les femmes du 19e siècle. Parce que pendant tout le 19e siècle, il y a plein de femmes qui ont lutté. Et des noms qu'on connaît peu, Jeanne de Rouen, Désirée Guay, Suzanne Boilquin, Louise Michel, elle est un peu plus connue, mais pas comme féministe, elle est connue comme communarde, André Léo, enfin voilà, on ne les connaît pas du tout. Et en fait, quand je cherchais, je me disais, pourquoi on les oublie toujours, elles? Et en fait, c'est des travailleuses, c'est des ouvrières. Et tout cette histoire longue qui commence à la Révolution française et qui continue jusqu'à nos jours, et quelque part on est encore dedans, il y a de nombreuses travailleuses qui continuent à lutter, donc des femmes d'origine populaire, des femmes qui se battent pour le droit au travail, qui se battent pour la reconnaissance des qualifications féminines, qui ne sont pas des qualités mais des qualifications, les femmes qui se battent pour l'égalité salariale, elles sont invisibilisées dans l'histoire un peu convenue des luttes des femmes. Et moi, je voulais leur redonner leur place aussi. Parce que évidemment, je parle des suffragettes aussi dans ce bouquin, je parle aussi du MLF, mais je voulais, pour ne pas oublier qu'il y a toutes ces luttes. Et ces luttes, ce n'est pas des vagues, parce que les travailleuses, elles ont lutté à travail égal, salaire égal, sur toute la période. Et il n'y a pas un moment plus fort que l'autre, même si elles se saisissent des révolutions pour porter leur parole. Mais les luttes, on les trouve toujours. Donc c'est ça qui m'importait aussi. Je regarde le temps qui reste parce qu'il faut que je vous laisse du temps pour les questions. Ce que je voulais faire aussi, c'était montrer que, par ailleurs, vous avez vu quand j'ai parlé des vagues, c'est toujours une vague, un combat. Donc vote. Mais en fait, quand on regarde, c'est faux. À chaque fois que les femmes se sont mobilisées, elles ont toujours mené de front plein de combats. Le MLF, il est allé soutenir des femmes en grève, il est allé soutenir des mouvements antiracistes, ça a été mélangé aussi. Les suffragettes, on parle des suffragettes, mais quand on regarde La Fronde, qui est le journal de Marguerite Durand, qui est une suffragette, on a pendant plusieurs mois dans les années 1890 justement un combat pour un travail égal, salaire égal. Marguerite Durand, c'est celle qui, dans son journal, va se battre pour que Madeleine Pelletier puisse, pour la première fois, passer le concours de médecine psychiatrique qui était fermé aux femmes. Donc, elles se sont battues pour ouvrir, par exemple, les concours de médecine et un certain nombre de métiers aux femmes. Donc, c'est mélangé aussi. On retrouve toutes ces luttes. Et certaines luttes qu'on croit très récentes sont en fait très anciennes. Et ça aussi, je voulais le raconter. Ça va, je parle pas trop vite? Non. Ah, cool. Par exemple, là, on dit beaucoup les nouvelles féministes, elles sont complètement folles avec leur écriture inclusive. Enfin, moi, à chaque fois que j'écris un truc en écriture inclusive, il y a des gens qui me disent je vais même pas vous lire, c'est de l'écriture inclusive. Mais comme c'était neuf. Mais en fait, quand on regarde la lutte des femmes contre la masculinisation de la grammaire, parce que le processus, il est là. La langue était beaucoup plus neutre avant. Autrice est un mot qui existe au XVIe siècle. On ne faisait pas la règle, le masculin l'emporte sur le féminin, est une règle qui a été inventée par l'Académie française au XVIIe siècle. Avant, on écrivait les ports et les villes sont belles. On faisait l'accord avec le mot qui était le plus près. Donc il n'y avait pas la plupart des métiers qui étaient écrits au féminin ont été masculinisés. On a supprimé les mots féminins au XVIIe siècle. Mais, et alors c'est marrant parce qu'on a gardé artiste, mais on a enlevé autrice. Enfin voilà, c'est tout un processus. Et donc, les femmes, depuis le XVIIe siècle, elles ont protesté contre cette masculinisation de la langue. Donc, je trouve des textes du XVIIe siècle qui protestent contre ça.
en 1848. Il y a ça aussi dans la Révolution française, hein, où il y a une brochure de femmes qui dit pour que le genre masculin ne l'emportera plus, et même plus dans la grammaire. Donc on trouve ça à cette époque. Hein. En 1848, Jeanne de Rouen, qui est une des femmes de 48 pour qui j'ai beaucoup de tendresse et qu'on ne connaît pas assez, alors que c'est une femme qui s'est vraiment battue pour les droits des femmes et pour les droits des travailleuses. Parce qu'en 1848, on instaure le suffrage universel. Universel sans les femmes. J'aime bien cette définition de l'universel, hein, il y a un petit problème. Donc tout de suite, immédiatement dans son journal, elle écrit le suffrage universel masculin. Et pour dénoncer, et quand elle écrivait, elle et Niboyer dans leur journal, le peuple souverain, pour montrer qu'il fallait introduire les femmes, alors elles n'avaient pas pensé au point médian, mais elles écrivaient un S majuscule à la fin de le, elle mettait un grand S, peuple avec un grand S, souverain avec un grand S. Donc ça faisait les peuples souverains, mais avec une différence de graphie, ce qui finalement, c'est aussi ce qu'il y a dans le point médian, mais pour dénoncer le fait que le peuple souverain, dans les faits, était uniquement masculin. On a des textes absolument magnifiques, j'en mets un dans le bouquin de Hubertine Auclair, contre la masculinisation de la langue, et qui dit qu'il faut absolument féminiser les noms de métiers, c'est pas possible. Tant qu'on n'écrira pas chirurgienne, tant qu'on n'écrira pas autrice, tant qu'on n'écrira pas et d'autres métiers, on est invisibilisé. Donc c'est très ancien la lutte des femmes pour la langue. Et pourquoi je pense que c'est utile? Parce que voilà, en ce moment, justement, dès qu'on parle de ces questions de langue, on a des attaques antiféministes, nouvelle, vous êtes chiante, mais de dire, mais non, en fait, c'est très ancien, ça fait très longtemps qu'on lutte contre, donc ça désamorce aussi pas mal de choses. Moi, il y a plein de fois où dans des conférences que je donne, et où ça arrive qu'il y ait des antiféministes qui viennent juste pour troubler les conférences, de leur donner du contenu, ça calme, hein. On n'est pas... Et il y a... Voilà, j'ai aussi fait ça pour ça, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments pour donner des arguments, pour montrer, par exemple, tous les discours actuels de Zemmour sur les femmes, hein, mais je les trouve dans les antiféministes du 19e siècle. Donc dire, voilà, en fait, c'est très ancien. Tout ce que vous dites, ça a déjà été dit par le docteur Véret en 1864. C'est vieux, c'est poussiéreux, on a évolué depuis. Enfin, ça arme, en fait. L'histoire, ça peut être une arme. Et c'est aussi comme ça que je l'ai conçu, dans ce livre. Alors peut-être juste pour vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné. Donc c'est un livre qui est un peu chronologique d'une certaine façon, hein, parce que je commence par la Révolution française, je parle des luttes des femmes du 19e siècle, donc il y a une dimension chronologique, hein, mais j'ai aussi fait des chapitres thématiques qui couvrent en fait toute la période. Celui sur les femmes qui travaillent, qui s'appelle « Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes », qui est un slogan des années 70 qu'on retrouve encore là, c'est sur un temps beaucoup plus long. J'ai fait un autre chapitre, alors ça j'y tenais beaucoup, sur la place des femmes et des luttes des femmes dans l'histoire de la colonisation. Parce que pendant très longtemps, on a fait l'histoire de la colonisation, mais en oubliant complètement la place des femmes dans l'histoire de la colonisation. On racontait l'histoire de la colonisation uniquement au masculin. On ne se posait pas la question de savoir si la colonisation avait fait souffrir autant les hommes que les femmes, hein, colonisés, et on ne se posait pas la question de la place des luttes des femmes dans les luttes de la décolonisation. Donc il y a des travaux récents qui ont été faits, et donc ça m'a permis de les réintégrer dedans, de raconter la spécificité des luttes des femmes colonisées, la spécificité des résistances des femmes colonisées aux violences qu'elles subissaient doublement comme femmes et comme colonisées. Pareil sur les esclaves, hein. Je parle aussi de la spécificité des femmes esclaves, hein, dans les souffrances et dans leur lutte contre les souffrances. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tenais aussi de faire. Mais voilà, puis j'ai fait aussi tout un truc sur le corps des femmes et la façon dont on représente le corps des femmes. Donc ça s'appelle « Notre corps nous-mêmes », hein, et où je montre comment les médecins, pendant longtemps, ont construit une image négative du corps des femmes. Et vous verrez, il y a des citations de médecins du XVIIe siècle. Il y en a une, attendez, je vous la lis, parce qu'à chaque fois, je trouve ça tellement dingue. Attendez, je vais essayer de le retrouver vite. J'aurais dû regarder avant. Si je ne le retrouve pas trop vite, voilà, ça doit être ça.
Dieu a créé l'utérus, toujours infesté de 1000 microbes, miasmes et infections, pour bien montrer en quelle piètre estime il tenait la femme. Voilà, et j'en ai plein des comme ça, hein, parce que... Et donc je montre, et tous les discours qu'on a pu tenir sur nos règles, il fallait, quand une nana a ses règles, il fallait absolument la sortir de l'usine de sucrerie parce qu'elle faisait tourner le sucre, enfin, tout, la mayonnaise, enfin, tout... voilà, il y a aussi, et là c'est sur un temps long, parce que ces superstitions sur le corps, elles continuent, et voilà, donc, et je vais jusqu'à, dans ce chapitre aussi, justement, la reconnaissance de l'endométriose, tous les trucs, voilà. Donc j'ai essayé de couvrir plein de choses. Donc forcément, des fois, c'est un peu rapide, mais ça, à la fin, il y a une bibliographie si on veut un peu se renseigner sur des choses plus précises. C'est des chapitres assez courts, parce que justement, je sais bien que si on fait des trucs trop longs, des fois, ça lâche un peu. Il y a toujours au milieu des citations, des slogans pour bien faire entendre, finalement, donner la parole aux femmes, c'est reconnaître les citations importantes. Et donc, l'illustrateur, c'est un homme. C'est, on va dire, un livre paritaire. Fred Sochard, mais il se trouve que je le trouve tellement bon que je voulais absolument bosser avec lui. Et qui a donc d'abord donné des visages à un certain nombre de ces femmes. Il a super bien bossé les couvertures. Je vous en montre une, mais vous regarderez. Hein, voilà. Enfin, il joue un peu sur des collages, donc c'est super bien fait. Alors, le truc qu'il a trouvé et que je trouve génial, vous savez, dans les bouquins, entre les paragraphes, on met des espèces de petits zigouigouis. Là, voilà. Et alors, le plus drôle, c'est qu'en plus, ces zigouigouis, ça a deux noms. Ça s'appelle soit cul de lampe, soit couillard. Et lui, en fait, il a fait donc des couillards en cup, en clitoris, en voilà. Et ça, je me suis dit, mais c'est génial, c'est trop fort, quoi. Et voilà. Donc, donc c'est un livre que j'ai fait pour armer les luttes. Vraiment, je raconte les luttes du passé pour armer les luttes du présent, pour donner des arguments dans les luttes du présent. Et parce que c'est important de connaître notre histoire quand on est des féministes et qu'on se bat, et que ça permet aussi de comprendre pourquoi, en France, il y a quand même des choses qui sont assez particulières. Pourquoi en France, les femmes ont voté beaucoup plus tard que partout ailleurs, pourquoi il y a cette résistance dès qu'on parle de féminicide en France. Voilà, et ça, j'essaie d'expliquer tout ça dans ce livre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que je vous ai laissé quand même du temps pour les questions. Et voilà, j'ai mis du cœur en tout cas. J'espère qu'il vous plaira. Ah mais de toute façon, moi voilà, je suis féministe. Et puis en plus, un peu ouais. En plus en ce moment c'est tellement génial. Parce que, j'imagine pour celles qui ont mon âge, c'est pareil. Les 8 mars où on était 200 dans la rue, où il n'y avait personne. Et, moi, j'ai connu le creux où ça ne marchait pas. Quand je faisais... moi, j'en ai fait des conférences sur le droit à l'IVG dans des médiathèques où j'arrivais et il n'y avait qu'une personne, ce qui fait qu'ils faisaient descendre les employés de la médiathèque pour me donner l'impression qu'ils étaient au moins 4. Et quand même, c'est pas grave, je faisais quand même... Et là, c'est vrai que ça a changé depuis 2017. C'est chouette, c'est heureux. Mais ça n'a pas toujours été facile. Et je crains que pour les plus jeunes, ça va retomber à un moment aussi. Et puis ça va repartir, parce que c'est toujours comme ça. Et là, il faut boire le petit lait. Même si on se prend un backlash dans la gueule en ce moment, au moins on en profite. Les manifestations sont joyeuses. Il y a beaucoup de sororité. C'est un moment chouette, quoi.